chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on passe rapidement sur les news, puis on reçoit Aurélie Violette qui vient nous parler de MTG Data. C'est parti pour l'épisode 32. Les news en fait cette semaine c'est surtout le Zendikar Rising Championship, pour rappel l'équivalent des Pro Tours de nos jours, en ligne sur Magic Arena bien sûr. Donc pour l'instant j'ai vu que le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a Caroline Cavano, vous vous souvenez, Sarah Zaila nous en avait parlé parce qu'elle avait gagné la VML. Malheureusement elle n'a pas fait jour 2 mais elle a l'air plutôt positive et contente de son expérience, donc tant mieux. Et ensuite on va voir du côté des Français grâce à Torino qui nous fait toujours un petit thread assez sympa de suivi. On a Gabriel Natif à 6-1, Théo Moutier à 5-2, Louis Samuel Deltour 5-2 et notre ami Jean-Emmanuel Deprat à 4-3. Qualifié pour le jour 2, bravo les gars, et c'est parti pour la suite. Moi je vais aller voir ça sur le coverage casté par Val et PL, et il paraît que cette fois-ci, les amis du podcaster Mage Théo et Charles font les commentaires avec eux. On va voir ça, c'est cool, et on passe à la suite. Bonjour Aurélie, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Et bonjour à tout le monde. Je suis content de te recevoir aujourd'hui dans Café Magic. Aurélie Violette, c'est une joueuse de Magic, mais aussi une judge qui a apporté beaucoup à la communauté parisienne. C'est une streameuse où on voit des streams sur les règles de Magic, mais aussi, surtout maintenant, des streams où ça code, ça programme. Donc développeuse web dans la vraie vie. Puis, parce que tout est lié aussi depuis quelques mois, un membre du projet MTG Data. Alors, ça fait un beau CV. Ça fait un beau CV, ça fait pas mal de choses, mais en 2020, période Covid, c'est qui Aurélie ? C'est qui Aurélie ? Oh, il y a eu beaucoup de changements. Comme tu disais, à la base, je suis arrivée dans Magic assez étonnamment par la partie arbitre avant d'être joueuse. Donc à l'époque où... Est-ce que maintenant on appelle encore ça des PTQ ? Mais à l'époque, ça s'appelait des PTQ, les Pro Tour Qualifiers. Ouais. Mon premier PTQ, je l'ai fait en tant qu'arbitre et pas en tant que joueuse. Ouais, c'est marrant ça. C'était assez drôle. Donc je suis rentrée par la porte arbitre, je suis allée jusqu'au niveau 2. Ça m'a permis de rencontrer des joueurs. Du coup, je suis rentrée sur la partie joueuse compétitive. Pas mal de PTQ, de GP. J'ai mis une fois les pieds sur un Pro Tour, c'est un peu ma fierté. Voilà, j'ai coché la case. Et puis c'était le meilleur en plus, c'était le Pro Tour en team de Magic. Le Pro Tour 25. Pro Tour 25, exactement. Donc en tant que joueuse, tu as gagné PPTQ, PTQ et tu as été qualifiée à ce Pro Tour. En fait, on a gagné avec mon équipe sur un PTQ, sur un Grand Prix, je crois que c'était à Turin. Ah oui. On s'est qualifié, donc sans passer par la case PPTQ, on a directement joué la qualif. C'était c'est beau ça. C'était un sacré moment, ouais. C'était... Pour le plus beau Pro Tour du monde, qui était moderne, legacy et puis standard, j'imagine. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment de très très bons souvenirs. On a passé 2 semaines. Alors par contre, on n'a pas eu de chance. C'était Pro Tour à Minneapolis, qui n'est pas forcément la ville la plus formidable du monde pour passer 2 semaines de vacances. Mais c'était 2 semaines avec les copains. Il y avait beaucoup de Français. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la communauté Magic. Côté joueur, il y a beaucoup une certaine émulation en France, je trouve. Et c'était agréable. On s'est retrouvés sur des terrasses avec des tables de 15-20 personnes à manger et à débriefer. Et je pense que l'expérience de Magic, elle passe aussi par ça. Donc Magic, c'était ça pour moi. Après, il s'avère que j'ai pas un niveau formidable non plus. Enfin, correct, mais pas formidable. Surtout quand on voit à quel niveau est le compétitif en France à Magic. Il y a 3 membres de la MPL qui sont français. C'est vrai. C'est quand même quasi... Je me demande si c'est pas la nation la plus représentée avec les États-Unis. Mais... C'est vrai, dans la MPL et même dans le Hall of Fame, la France est plutôt bien représentée. Et puis même sur les Rivals et sur les... Enfin, les joueurs français, dans les commentaires, d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand tu écoutes les commentaires américains. Ils sont toujours très cocorico. Les Français, il faut s'en méfier. Ils sont toujours très bons, etc.
Donc, bon, il s'avère que j'ai découvert que j'étais pas de taille face à ça, mais que tous mes copains et tous mes potes autour de moi, eux, c'était des très bons joueurs. Donc, j'ai voulu rester dans l'univers, on va dire. Et je suis partie plus côté logistique. Donc, j'ai repris plutôt l'arbitrage. Je suis passée aussi ce qu'on appelle côté Ops. Donc, sur les Grands Prix, c'est ceux qui ont les t-shirts bleus. Donc, c'est tout ce qui est inscription, scorekeeping, tous ces trucs-là, tout ce qui permet de faire tourner le tournoi et qui porte pas une chemise noire, globalement, qui a un côté qui m'intéressait beaucoup aussi. D'accord. Et en parallèle, sur mon côté pro, je fais du développement et c'est vrai que je pense que la meilleure manière de progresser quand tu fais du développement, c'est d'avoir des projets perso. C'est pas obligatoire, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je marche et c'est comme ça que je progresse. Et faire un projet perso dans le vent, ça va pas forcément beaucoup te motiver et beaucoup t'aider. Donc, le greffer sur quelque chose qui est ta passion, c'est une bonne manière de rester motivé et d'avoir un but. Donc, je me suis mis à développer des outils pour Magic, en fait. Donc, le tout premier et le plus gros succès que j'ai eu, c'est à l'époque ma mentor d'arbitrage qui cherchait une solution pour gérer les fins de ronde sur les Grands Prix, qui est une équipe dédiée sur les Grands Prix qui s'occupe de récupérer rapidement les derniers résultats, puisque tant qu'on n'a pas tous les résultats, on ne peut pas lancer la ronde suivante. Et du coup, elle me dit, est-ce qu'il y a une manière de faire une macro sur Google Sheet pour que quand je clique, ça change de couleur plutôt que de devoir cliquer, faire changer. Enfin, c'était trop long, alors qu'elle voulait juste pouvoir passer sur les tables et indiquer en gros si les tables avaient terminé ou pas. Et puis moi, c'est parti en discussion de 2 heures. J'ai fait un prototype. Ils l'ont testé au GP Las Vegas où il y avait 2 très gros grands prix. Ils me donnaient les feedbacks. Je codais la journée pendant que c'était la nuit pour corriger les bugs, etc. Et au final, ça s'est mis en place. Et il y a eu d'autres tests quand je connaissais bien l'équipe qui s'occupait de ça. Et sur la fin, c'était systématiquement mis en place sur tous les Grands Prix tout le temps. Donc c'est un outil qui a beaucoup pris et pour moi c'était très valorisant parce que j'y ai mis beaucoup de temps et d'énergie. Il y avait des tournois où j'étais joueuse et entre les rondes, je prenais mon ordi sur les genoux, j'allais au stage et j'étais en train de coder ou je regardais un peu comment ils servaient de l'outil pour faire de l'amélioration, avoir du feedback utilisateur, etc. Donc moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment pris. Et je me suis mis à faire ça pour plein d'autres choses. Donc, à l'époque, c'était Rémi, voilà, déjà à l'époque, qui essayait pas mal de révolutionner la manière de préparer les Pro Tours et les événements pro, avec des bootcamps, avec une approche plus professionnelle et plus préparée. Et il était là, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, j'avais développé déjà des outils à l'époque d'analyse d'extension en sortie pour essayer d'accélérer la compréhension du draft. Donc, c'est des choses que je fais encore sur mes streams en sortie d'extension. C'est vraiment juste passer l'ensemble des cartes à la moulinette et être capable de donner des chiffres. Par exemple, si on est dans une extension où c'est centré sur les humains, combien il y a d'humains, comment ils sont répartis dans les couleurs, s'il y a des mécaniques, ce genre de choses. Donc moi, j'étais capable de générer les chiffres, j'étais pas capable d'en faire quelque chose. Donc il y avait un peu cette synergie entre les joueurs pros et moi qui étais là, regardez, je vous fais un beau truc, j'ai les données, je peux les afficher. Par contre, démerdez-vous pour en faire quelque chose, parce que moi, je ne sais pas quoi en faire. Et puis, à côté de ça, voilà, des outils, ne serait-ce que il faisait beaucoup des drafts en avance, donc être capable d'imprimer des proxys avec les bonnes proportions de communes, unco rapidement et d'avoir juste à découper, ou plein de petits trucs comme ça, des outils de scouting, plein de trucs. Et après, tout ça s'est arrêté avec le Covid. C'était un peu triste. Moi, Magic, c'était quelque chose qui était très central dans ma vie. Enfin, c'était quasiment un deuxième boulot. C'était aussi important socialement. J'ai la moitié de mes amis qui habitent dans un autre pays, en fait. C'est cette occasion qui est partie, donc ça a été un peu compliqué. Donc, je me suis lancée dans le streaming pour un peu compenser ça. Et puis cet été, Rémi est venu me voir avec Arnaud en disant, voilà, nous, on a un projet... c'est MTG Data, on veut faire de l'analyse mathématique, on a ce qu'il faut côté savoir faire les chiffres.
mais il nous manque un dev en fait. D'accord. Pour la partie plus site web, potentiellement du tracker, etc. C'est des choses sur lesquelles ils n'étaient pas forcément à l'aise en termes de techno. Alors que moi, en parallèle, je faisais des streamings sur faire des extensions Twitch ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'étais à l'aise. Et le fait d'avoir ce double profil, je comprends ce que c'est que préparer Un tournoi, oui. un tournoi. Je sais ce que c'est que le Magic compétitif. Je peux comprendre le profil qui est visé par MTG Data, de gens qui veulent jouer à Magic avec cette approche. Typiquement mon profil, et le fait d'avoir la double compétence, ben, ils m'ont dit, bah voilà, en fait, c'est compliqué de trouver un profil qui ait les deux côtés. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Hmm. Donc, Donc, tu étais un perfect match c'est pour ça. l'équipe MTG Data. C'est beau ça. Je savais pas que tu avais développé tous ces outils avant et que maintenant, en plus. Ouais, il faut s'occuper. Ouais, mais bravo en tout cas pour déjà tous ces accomplissements. Alors, on en avait déjà parlé lors de l'épisode 18, on avait reçu Rémi Fortier pour nous parler au tout début de MTG Data. À l'époque, on savait pas trop ce que c'était. Maintenant, on voit le résultat de MTG Data, enfin, on voit des infographies sur Internet qui présentent des stats super précieuses sur le metagame, des différents formats. Je pense que tout le monde les apprécie, beaucoup de gens les utilisent. Mais donc, maintenant, c'est comment tu as rejoint l'équipe. Enfin, je me demande, c'est quoi la recette un peu. Qu'est-ce qui passe par faire ces infographies et qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu Alors, fais plus? Est-ce qu'il y a plus que ces infographies dans MTG Data? alors, à terme, oui. Là où le gros intérêt, je trouve, qu'on a dans l'équipe de MTG Data, c'est qu'on a des profils très complémentaires. Quand on regarde un peu nos concurrents, entre guillemets, on voit qu'il y a différents créneaux qui sont pris. Et nous, on a la chance de jouer sur plusieurs tableaux, dans le sens où on a un designer, donc on est capable de faire des choses qui visuellement sont jolies. Je pense que sans nous envoyer des fleurs, on a la meilleure infographie actuellement de Metagame Breakdown. Je Enfin, suis c'est joli à d'accord. regarder, c'est agréable à partager. Et ça, on est capable de le faire parce que derrière, on a un designer qui vient nous aider. Donc voilà, on a Nori qui s'occupe du design et à côté, on a Arnaud qui a un peu cette spécialité d'être capable de générer de la donnée, de faire de la data analyse. Et Rémi qui, lui, a une compréhension du jeu et de par son métier professionnel aussi à côté, a ce côté amener des outils pédagogiques de préparation. Et moi qui arrive avec mon côté avoir une interface pour montrer tout ça. Donc moi, mon rôle pour l'instant, il n'est pas encore très visible, puisqu'en gros, mon but, ça va être de ramener tout ce travail qu'ils ont fait et qui pour l'instant ne passe que par Twitter sur un site web. Donc ça, c'est la première étape. Et globalement, notre approche, c'est d'essayer de co-construire MTG Data et de ne pas faire quelque chose dans le noir et pendant un an, personne n'en entend parler parce que Nori et moi, on a toujours nos emplois à côté. Enfin, on ne peut pas travailler à plein temps sur le projet. Donc, c'est du side project. Donc, on ne peut pas avoir la même vélocité qu'on pourrait avoir si c'était quelque chose sur lequel on était à 100%. Et donc l'idée, c'est vraiment avoir cette approche de dès qu'on a quelque chose, on le montre et on incrémente et à chaque fois, on ajoute des choses. Donc on a commencé par construire un outil pour récupérer la donnée. Ça, c'est le côté... moi, j'ai essayé d'automatiser un peu tout ça. Arnaud aussi a automatisé pas mal de choses pour être capable de... Maintenant, toutes les semaines, on est capable de générer un metagame breakdown et ça nous prend pas tant de temps que ça parce qu'on a automatisé beaucoup de choses. Il nous reste encore beaucoup de choses à automatiser, mais voilà, l'idée, c'est d'être capable de générer rapidement ces données et d'avoir les outils qui permettent de le faire. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on a construit un peu l'identité visuelle avec lesquelles on voulait partager tout ça. Et maintenant, on aimerait mettre ça en place sur un site web. Donc c'est ce sur quoi je suis en train de travailler pour que il n'y ait pas à remonter le fil Twitter, que tu puisses aller chercher les decklists une à une. Parce que les informations, on les a. Pour l'instant, on partage des metagames ou des win rates.
Mais souvent, il ne faut pas se le cacher, les gens, ils ont envie de savoir, oui, mais alors le deck qui a le plus gagné, qu'est-ce qu'il joue de différent comme carte c'est quoi, si tu me dis que c'est Grul qui est le plus joué, quel est le deck qui bat Grul et d'avoir, voilà, alors je vais voir telle liste, ah, c'est tel deck qui a le meilleur win rate contre le deck dominant, alors je vais voir les listes, enfin avoir ce côté un peu interaction, de mettre en interaction les données. Ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire via le site web, qui sera sans doute une première étape. Il y a aussi des outils que j'avais déjà mis en place, comme les tableaux de tricks, qu'on a essayé aussi de mettre en ligne. Maintenant, avec Arena, les formats, il y en a beaucoup, et ils changent souvent, donc être capable de retrouver les tableaux de tricks dès qu'il y a une extension qui est dispo sur Arena ou qui revient sur une ancienne extension, être capable de retrouver les tableaux à ce moment-là. Nori m'a gentiment refait un design super propre, donc il va falloir que je repasse dessus. D'ailleurs, je vais sans doute faire ça ce week-end, je vais voir. Et voilà. Et l'idée, c'est plutôt que de faire ça, genre on attend d'avoir quelque chose de parfait et on le montre. On préfère montrer quelque chose, avoir du feedback de la communauté, notamment via Perf, qui est très très actif. Et du coup, co-construire avec les futurs et actuels utilisateurs les outils qui correspondent à ce qu'ils essayent de faire. Donc, en roadmap courte, on a ce site web avec les decklists, le metagame, avoir ce côté interactif de je vois que le deck le plus joué c'est ça, je clique, je vais voir les listes, je vois tel tournoi, quel a été le top 8 du tournoi, être capable d'interagir. Avec un côté design, ça c'est notre première étape. Et ensuite, derrière, on a énormément d'idées sur faire de l'analyse un peu plus fine ou des gestions de statistiques sur les decklists. Typiquement, avoir des indicateurs, par exemple Collected Company. Quand on a une decklist, c'est assez intéressant mathématiquement de savoir quel est le pourcentage de chance de toucher un nombre de créatures par rapport à ta decklist ou le pourcentage de chance. Il y a 2-3 cartes comme ça où c'est intéressant d'avoir des statistiques mathématiques dessus. Et donc, c'est toute cette idée de, voilà, une fois qu'on a les données, essayer d'incrémenter pour ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc ça, c'est notre première étape. Sur la deuxième étape, ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est un tracker. Pourquoi ? Parce que le tracker, ça permet de générer de la donnée. Et typiquement, là, les données, on a la chance, entre guillemets, qu'avec le Covid, tous les gros tournois passent en ligne sur Arena. Du coup, on arrive à avoir de la donnée pertinente parce qu'il y a de plus en plus de tournois et que la donnée est facile à récupérer. Et, mais on le voit on essaye d'être un peu rigoureux mathématiquement. Tu vois qu'il y a des intervalles de confiance. Donc, moins on a de données, plus ces intervalles de confiance sont grands et moins on est sûr du pourcentage de win rate exact parce que si tu as eu qu'un match dans un certain match-up, qu'il ait gagné ou perdu, tu sais pas trop ce que ça veut dire parce qu'en fait, tu n'as pas assez de données. L'intérêt de passer par un tracker, c'est que si nous, c'est bien parce qu'on fournit un service qui, j'espère, sera intéressant comme l'ensemble des trackers qui existent, d'avoir un peu ce côté suivi personnel, être capable de voir tes perfs, etc. Mais nous, ça nous permet aussi de récupérer de la donnée et de générer plus, d'avoir des intervalles de confiance meilleurs puisqu'on a plus d'informations. Et donc ça, ce serait la deuxième étape. Et là-dessus, après, ça reste un peu flou parce que c'est un peu plus loin. Mais on aimerait bien rester sur ce côté très communautaire qui existe déjà sur Perf et qu'on aimerait généraliser de peut-être faire des leaderboards entre personnes, avoir des systèmes pour aller jouer certains match-up ou pour préparer des tournois ou pour faire des séries. Enfin, fournir des outils qui soient à la fois pédagogiques dans le sens où je pense que c'est le principal problème avec beaucoup des outils qui existent aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu austères, ils sont très try-hard, un peu réservés pour vite, et il manque ce côté pédagogique où je le fais parce que c'est fun en fait. Genre je me prépare sérieusement, mais c'est agréable de le faire. Ouais. Et ça, on aimerait bien le retrouver. Ouais, on l'avait pas jusque-là. On ne sait pas si c'est par culture ou tout simplement parce que personne ne l'avait fait et en ce moment,
vous proposez quelque chose qui a jamais été fait ou jamais été fait aussi bien, et peut-être que ça va totalement changer la manière dont on consomme ce genre de métadonnées, quoi. On aimerait bien. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai du produit et je pense elle est partagée avec les autres personnes du projet. Mais c'est d'avoir en même temps la rigueur mathématique et, euh, et ce qu'il faut en termes d'interface pour que cette rigueur mathématique soit pas compliquée à intégrer et digérer. D'accord, Et puis voilà, des features, on en a plein, hein, des idées, on en a des pages et des pages de PowerPoint, hein, mais c'est beau ça. enfin, l'idée, c'est d'amener toujours une feature qui fait quelque chose et Ouais. d'incrémenter sur le produit. Donc, vous l'avez appris ici, ce qu'on voit en ce moment de MTG Data, c'est que la partie émergée de l'iceberg, en fait. C'est ça, beaucoup de travail dans l'ombre. Et puis une fois que vous aurez mis toutes ces datas, ça a l'air d'être infini, ces possibilités que... Ben, c'est très souvent le cas dans le monde du développement. Une fois que tu as de la donnée, tu peux faire énormément de choses. C'est beau, ça laisse rêveur. Merci beaucoup Aurélie, c'est vraiment super intéressant. Je suis très impatient d'en voir plus sur MTG Data, de voir tout ce que vous nous apportez. Merci beaucoup en tout cas. Et c'est quoi toi tes actualités? Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Alors, il va y avoir un peu les vacances, mais on peut me trouver sur Twitch et sur Twitter, sur le pseudo Purple Orwell. Et c'est la manière la plus simple, je pense, de me joindre. Sachant que côté stream, j'ai arrêté Arena, mais j'ai regardé le championship hier et ça m'a titillé. Donc, ça reprendra peut-être. Et surtout, comme je disais, comme on essaye de co-construire un peu tout ça, il est fort probable qu'une bonne partie du site de MTG Data soit fait en live coding sur Twitch. D'accord. Donc, si ça intéresse de voir l'envers du décor, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, d'interagir avec les gens et de prendre le feedback en live. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Je vais mettre tous ces liens dans la description. Merci encore Aurélie et je te dis à bientôt. Merci. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et moi je vous dis à la semaine prochaine.